Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire proposé par la CFDT Cadre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Laurence Théry, qui est directrice de l'ARACT, donc de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en région Hauts-de-France. Elle aura l'occasion de présenter l'activité de l'ARACT après mon intervention. Je vous présenterai dans un premier temps quelques éléments sur les conditions de travail des cadres en TPE tels que les cadres eux-mêmes nous l'ont donné à voir à travers l'enquête que nous avons réalisée début décembre. Et puis ensuite, Laurence Théry interviendra sur une présentation du panorama ARACT sur les conditions de travail en TPE. On aura un premier temps d'échange avec vous. Vous pourrez pour cela poser vos questions dans le chat qui est sur la partie droite de votre écran. Et puis ensuite, on viendra avec Laurence sur les aspects particuliers de la vie des cadres en TPE, du point de vue des conditions de travail et peut-être aussi du point de vue des fonctions managériales. Là, ensuite, nous aurons un deuxième temps de questions-réponses et puis troisième temps de notre heure passée ensemble. Laurence Théry nous présentera quelques-unes des demandes. Quelle est la typologie aujourd'hui des demandes qu'une ARACT reçoit de la part des TPE, PME dans son territoire, de manière à mieux comprendre finalement les sollicitations qui sont formulées par les toutes petites entreprises et comment l'ARACT, avec les moyens dont elle dispose et dans le cadre de son réseau, eh bien, peut apporter un certain nombre de réponses ou d'accompagnement à ces petites entreprises. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour commencer, quelques éléments un peu descriptifs de comment, quand on regarde les cadres de l'extérieur, on peut regarder les questions dans la période qu'on traverse de la situation vis-à-vis de l'activité partielle. C'est un regard externe, tout ça est suivi, tracé, et on se rend compte que les cadres dans les TPE donc de moins de 11 salariés eh bien, sont davantage que l'ensemble des cadres en activité partielle, donc des TPE plus fragiles, plus fragilisés par la période de la crise, mais aussi des cadres en TPE qui vont davantage que les autres cadres travailler sur leur lieu de travail. Donc, la question du lieu de travail et des relations professionnelles avec les équipes est vécue différemment. Des cadres du secteur privé, mais aussi des cadres dans les très grandes entreprises, dans le secteur public. Un autre aspect qui nous a intéressés également, c'est celui finalement de ce que disent les cadres de leur situation de travail. Des choses peut-être assez classiques où en matière de résultats, en matière de reporting, en matière de réunion, eh bien, il y a 3 aires non pas de ressemblance avec les collègues, mais de dissemblance. C'est-à-dire que la question de la pression par les résultats, la question du suivi par le reporting, l'insupportable croissance des réunions, est vécu de façon beaucoup moindre par les cadres des TPE que par ceux des grandes entreprises et des cadres des fonctions publiques. Dans cette enquête, qui est un baromètre donc que l'on réalise depuis 2015, on a un certain nombre de questions sur l'autonomie dans le travail et les cadres en TPE qui ont été plus nombreux en fait à être enquêtés pour cette enquête spécifique, de manière à avoir un panel suffisamment représentatif, eh bien, nous disent qu'ils bénéficient plus d'autonomie que ceux des cadres dans les autres entreprises. Voilà, sur l'ensemble des items sur lesquels on les questionnait, les cadres, on les questionne sur leur marge de manœuvre, eh bien, ils sont 2 fois moins nombreux à répondre qu'ils n'en ont pas assez. Donc, il y a un plus grand niveau de satisfaction sur l'autonomie dans le travail dans les TPE. Un point qui différencie fortement les cadres des TPE des autres, c'est en matière de formation, d'accompagnement professionnel, mais également de temps d'échange avec leur manager ou leur responsable pour parler de leur carrière. Là, notre enquête montre que les cadres en TPE eh bien, disposent de beaucoup moins de support pour pouvoir accompagner leur carrière dans la durée, que ce soit par la formation, par l'accès, par l'usage du compte personnel de formation ou bien par l'accompagnement. Un autre aspect, c'est celui de la gestion managériale des collaborateurs qui apparaît moins difficile en TPE. C'est confirmé par cette enquête, on pouvait le présager.
mais malgré tout, il reste un certain nombre de situations professionnelles dans les cadres managers en TPE, eh bien, expriment avoir des difficultés pour notamment expliquer les décisions prises par les directions d'entreprise. Par contre, autant que dans les grandes entreprises, la notion du travail collectif, du soutien par l'équipe est forte aussi pour les cadres qui travaillent en TPE. Mais là aussi, on va retrouver le fait que, non pas la solitude, mais le cadre en TPE a moins de soutien par ailleurs. Il y a beaucoup moins d'équipes RH. Il y a souvent un employeur, un patron qui est beaucoup à l'extérieur. Il y a peu de syndicats, même quand ils sont présents, ils sont appréciés par plus de la moitié des cadres en TPE. Un autre aspect de cette enquête, eh bien, c'est que face au changement, et ils ont été nombreux dans la période, les cadres en TPE disent disposer de plus de moyens et d'informations que les autres cadres. Ils sont plus nombreux à dire qu'ils ont les moyens pour faire face au changement. Ils sont pleinement acteurs de ces changements, ce qui n'est pas toujours le cas des cadres dans les grandes entreprises qui subissent davantage les évolutions qui sont nécessitées soit par la crise, soit par les besoins d'organisation. Enfin, pour les cadres en TPE, les cadres expriment des craintes face à ce qui peut leur arriver. On a illustré ces domaines de menaces de différentes manières, mais toujours ces craintes sont exprimées de façon moindre que les autres cadres dans les grandes entreprises. Il y a une seule rubrique où les cadres des TPE rejoignent l'ensemble des cadres, c'est sur la menace de la perte d'emploi, où là, on a une expression qui est aussi forte en TPE que dans les grandes entreprises. Donc, sans doute, une appréciation différente finalement de la réalité de ce qu'ils perçoivent et ce qui peut arriver à leur entreprise. Enfin, on a des cadres en TPE qui sont à la fois plus satisfaits d'un certain nombre de dispositions, mais qui expriment des attentes plus marquées que les autres en matière de déconnexion, en matière d'autonomie dans le travail. Ils sont très, très jaloux, entre guillemets, de leur autonomie. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux. La question aussi du pilotage de projet, l'affirmation du rôle social de leur entreprise, mais aussi le fait de pouvoir exercer un niveau de responsabilité élevé, qui est sans doute une caractéristique aussi du cadre dans les TPE. Voici un bref panorama de la vision que sur les cadres en TPE et leurs conditions de travail, leur façon d'exercer leur travail, que nous révèle ce sondage qui a été réalisé début décembre dernier. Voilà, Laurence, quelques points, je pense, sur lesquels on aura l'occasion de revenir avec tes différentes interventions. Vous trouverez bien sûr ce diaporama en accès dans les documents qui sont mis à votre disposition. Et puis, il y a un article aussi beaucoup plus détaillé que ces quelques slides qui sera à votre disposition également sur le site de la CFDT Cadre. Alors Laurence, la parole maintenant est à l'ARACT et on a bien envie de t'entendre d'une part sur, bien sûr, d'abord une première présentation pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'ARACT ou les ARACT, mais je pense qu'aujourd'hui, bon nombre de travailleurs en petites entreprises et de cadres savent qu'il y a de ce côté-là des soutiens très efficaces. Et puis ensuite, eh bien, tu pourras continuer sur les questions des conditions de travail en TPE telles que tu les perçois. Merci Laurent, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, cette invitation est importante pour l'ARACT parce que nous sommes aussi une TPE et contrairement à ce que tu viens de dire, Laurent, on a un déficit de notoriété, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, bien que ce soit notre cible. Alors, je partage le document de... voilà. Le voici. Le voici. Donc on a déjà vu ça. Alors, en quelques mots, l'ARACT et le réseau des ARACT piloté par l'ANACT a une mission qui est double, à la fois promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles. Donc là, c'est un rôle finalement d'intervention dans les entreprises, entreprises au sens large, privées, associatives et même publiques. Et puis un deuxième rôle qui est de concevoir et de diffuser des méthodes et outils pour
trouver l'équilibre entre qualité de vie au travail et performance. Et donc, cette deuxième mission renvoie finalement à toutes les productions d'outillage, de livrables, de méthodos, de fiches repères que l'on peut produire à partir de nos interventions de terrain pour le plus grand nombre, en fait, que ce soit les acteurs dans l'entreprise, les acteurs relais dans les territoires, les organisations syndicales et patronales. Voilà, c'est à disposition gratuitement. Alors, à l'ARACT Hauts-de-France, nous sommes une petite vingtaine de salariés avec des disciplines plurielles autour de l'ergonomie, de la sociologie, de l'économie, de la communication et aussi du transfert, parce qu'il faut pouvoir traduire en un langage qui soit appropriable finalement les enseignements qu'on peut tirer de nos interventions. Et on nous reproche souvent d'avoir un langage un peu araxien, entre guillemets, et donc on a des efforts à faire sur cette mise en visibilité de nos productions. Alors, l'ARACT Hauts-de-France fait partie d'un réseau national avec 16 ARACT et puis un pilotage national par l'ANACT, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère du Travail. Et nos instances sont paritaires, ce qui est très important pour nous dans la colonne vertébrale et de l'ARACT et dans nos interventions. Alors, nos domaines d'intervention, justement, voilà, c'est les différentes entrées par lesquelles on peut appréhender les questions du travail, les questions de conditions de travail. Donc, il y a une entrée autour de la santé, hein, avec notre petit slogan « Entreprise en santé ». Il y a une entrée autour de la conception, de la conduite de projets d'investissement, des transitions numériques, écologiques, etc. Et donc, c'est tout ce qui concerne l'entreprise innovante, comment on construit de l'innovation en entreprise en s'appuyant sur le travail. La troisième entrée concerne l'entreprise apprenante, comment on organise le travail pour qu'il puisse être source d'apprentissage collectif. Et puis la quatrième entrée, c'est l'entreprise en dialogue. Et là, dans cette entrée-là, on va retrouver comment placer le travail au cœur de la concertation et des dialogues dans l'entreprise. Et donc, c'est ces 4 entrées qui nous permettent finalement à chaque fois d'appréhender les enjeux d'organisation et de travail. Alors, on a un certain nombre de fils conducteurs, de convictions qui guident notre action. Donc là, vous en avez 5 qui sont très importantes pour nous. Nos interventions, elles reposent sur le fait que l'organisation du travail est un des déterminants de la qualité des conditions de travail. Donc l'organisation du travail, c'est vraiment un cœur de métier pour nous. Deuxième conviction, le dialogue social et professionnel, c'est une condition de réussite du changement. Donc ça aussi, c'est c'est dans notre ADN que de s'appuyer sur les acteurs du dialogue social pour accompagner les transitions. Le développement des personnes contribue à la performance des organisations et ça, c'est tout l'enjeu d'articuler les approches individuelles, les approches collectives. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais c'est un enjeu très important parce que dans le monde du conseil, on a quand même des approches très individuelles sur les comportements et aussi des approches collectives et les ressorts et les leviers d'action ne sont pas tout à fait les mêmes. Quatrième conviction forte, c'est que l'approche paritaire et participative, c'est vraiment un gage d'efficacité pour transformer les organisations. C'est-à-dire que il y a le dialogue social, donc c'est l'approche paritaire, mais finalement, ça s'accompagne aussi d'une sollicitation des salariés, des travailleurs eux-mêmes à propos des organisations et des transformations qui les concernent. Et puis, dans notre posture d'intervention, c'est-à-dire finalement pour gagner la confiance des acteurs de l'entreprise auxquels on s'adresse, eh bien, on a une posture de facilitateur équidistant, qui permet de remettre effectivement le dialogue dans bon nombre d'organisations, le dialogue qui parfois est un peu chaotique, rompu ou alors assez creux.
Alors, je passe ensuite sur... Ah, ça veut plus se modifier, la page suivante. Ça ne veut plus passer à la page suivante. Ça y est, hop. Et je passe là-dessus, mais vous aurez aussi ça. C'est quelque chose qui... Ah, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. En tout cas, ça nous permet de voir que ce qu'on essaye de faire, c'est d'articuler l'économique et le social, voilà, au service de la performance et de la qualité du travail. Je passe dessus pour aller plus directement sur les conditions de travail en TPE. Il y a des petites lenteurs dans le système là qui ne veut pas. Et là, ça va trop loin là. Donc là, il faut revenir en arrière. Voilà. Allez. Donc en fait, les conditions de travail dans les TPE, ben pour en discuter, il m'a paru important de faire un détour par le monde des TPE, qui est un monde pluriel, les mondes des TPE avec une grande diversité. Et c'est à la fois l'occasion de dire que cette diversité, elle est importante pour configurer des types d'accompagnement particuliers. Et on ne peut pas dire que les TPE soient uniques dans leur configuration. Et donc, c'est important de rentrer un peu dans les différentes configurations parce qu'il y a des impacts sur les pratiques managériales, sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail. Les mondes des TPE, c'est aussi un monde quand même qui représente à peu près la moitié des salariés. Donc c'est quand même pas négligeable, hein, alors que par ailleurs on a quand même une relative invisibilité de ces entreprises dans les politiques publiques et puis aussi dans les modes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il est fréquent que les modes d'accompagnement des TPE eh bien, se calquent sur les outils mobilisés pour les grandes entreprises. Donc, on a globalement du mal à ajuster nos méthodes à la singularité de ces entreprises. Alors, je reprends là une catégorisation que je trouve intéressante de Philippe Trouvé, qui est un universitaire en gestion à Clermont-Ferrand et qui, lui, distingue 5 grandes configurations différentes. Donc, vous avez d'abord la configuration patrimoniale, familiale, traditionnelle, qui est à peu près, qui est la majoritaire, hein, qui concentre 74% des emplois dans les TPE-PME. Et ça regroupe les activités de proximité, les commerçants, les artisans, les métiers de bouche, etc. L'hôtellerie-restauration, les services aux particuliers, avec la particularité que bien souvent le dirigeant est issu du métier et il est aussi dans des relations sociales et professionnelles avec ses salariés, bien souvent peu structurés. Et donc ça c'est un type qui est intéressant de spécifier et de caractériser. Vous avez la deuxième configuration dite managériale. Et là, on est surtout sur un modèle assez récent, des années 80, et qui se structure en filiales, en unités franchisées, en concessions ou en sous-traitants. Bien souvent, elles sont sous l'influence de grands groupes dont elles dépendent. Elles se caractérisent par une recherche de productivité, ce qui n'est pas forcément le cas de la configuration familiale. Et puis, si vous voulez, en guise de comparaison, par exemple, si on prend l'activité de restauration, eh bien voilà, un restaurant classique pourrait ressembler à une entreprise familiale, donc le premier type, et puis une chaîne de restaurants rapide ressemble à la configuration managériale, et puis un restaurant gastronomique, on pourrait être sur la troisième configuration, plutôt entrepreneuriale,
qui se caractérise par bien souvent une création ou une reprise aussi par un cadre. Il y a de plus en plus de cadres qui reprennent des TPE avec la volonté de moderniser, de développer, avec une recherche aussi de compétences professionnelles techniques et d'innovation, avec le besoin de se remettre en cause en permanence. C'est ce qui caractérise ce modèle-là. Et puis vous avez évidemment la configuration libérale avec les professions libérales, etc. Et là, on a des relations salariales peu innovantes et souvent calquées sur la convention collective. Et puis vous avez le modèle dit cognitif, c'est la start-up qui a plutôt émergé dans les années 2000 avec l'innovation produit, l'engagement des salariés très fortement au démarrage de l'entreprise, de la start-up, pas ou peu de relations hiérarchiques, finalement jusqu'à atteindre une certaine taille, où là, les problématiques RH commencent à se poser et où un certain nombre de start-up sont en difficulté pour continuer leur activité et se structurer d'un point de vue RH. Et donc, ces différentes configurations ont un impact sur les conditions de travail assez fort. Et donc, je passe à la diapo suivante pour essayer un peu de voir comment se caractérisent les conditions de travail dans les TPE. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange, de questions-réponses ou de commentaires aussi que vous pouvez nous faire, parce que tout ça va quand même très très vite. Alors les conditions de travail dans les TPE, ça rejoint le sondage que la CFDT cadre a fait. Il y a des choses qui sont tout à fait convergentes. Alors sur les questions de santé-sécurité, ce qu'on observe, c'est que dans les TPE, il y a en général, jusque les entreprises de moins de 10 salariés, il y a en général peu d'accidents du travail, en tout cas moins qu'en moyenne. En revanche, c'est à partir de 20 salariés que là, on a une hausse spectaculaire des accidents du travail. C'est-à-dire, ça correspond un peu au moment où, de 10 à 20, de 10, on n'a pas besoin forcément d'être encore très structuré, mais à 20 salariés, tout le travail de management qui consiste à coordonner l'activité, peut faire défaut par manque de fonctions support ou par manque aussi de management, parce que les managers sont quand même pas si nombreux dans ces entreprises. Et donc, à cette occasion-là, eh bien, les accidents du travail augmentent. Ces entreprises aussi, du point de vue de la santé-sécurité, se caractérisent par le fait que le chef d'entreprise exerce les travaux les plus techniques et les plus aussi dangereux. Donc, il y a aussi un sujet conditions de travail, santé des dirigeants qui est très fort dans les TPE, et notamment les entreprises patrimoniales et familiales. Sur le registre de la formation, la formation finalement, elle est appréhendée dans ce type d'entreprise plus pour se conformer aux exigences réglementaires que pour accompagner le changement, accompagner la transformation, ce qui est convergent avec ce qui a été dit par Laurent. On est plutôt sur un registre de savoir-faire et donc plutôt implicite et peu formalisé, et donc avec des difficultés aussi pour transférer ces savoir-faire, et notamment au moment de la mise à la retraite du dirigeant et de la cession-reprise de l'entreprise, ou même au moment du départ à la retraite de certains salariés qui disposent de compétences clés et dont le départ n'a pas forcément été anticipé. Et on a une vraie difficulté ensuite pour pérenniser l'entreprise si les compétences clés sont parties. Je pense notamment à une entreprise des Hauts-de-France qui a un savoir-faire particulier sur la réalisation de baby-foot, unique, pas en série, mais à façon. Et ils ont un compagnon qui a toutes les compétences clés justement du savoir-faire de l'entreprise, et ils ont engagé tout un travail de mise à plat
des savoir-faire de façon à pouvoir les conserver au-delà du départ à la retraite du compagnon et de pouvoir ensuite organiser en interne le transfert de ces savoir-faire, ce qui est absolument stratégique pour l'entreprise. Mais toutes les entreprises, voilà, n'ont pas cette conscience et du besoin d'anticiper. Alors sur le dialogue social, donc Laurent l'a dit, il y a peu d'organisations syndicales dans les TPE, mais avec le discours ma porte est toujours ouverte, on se parle tous les jours. Mais en fait, derrière ça se cache quand même voilà le peu d'espace de dialogue formalisé. Ça rejoint un des items qu'a soulevé Laurent sur les difficultés que rencontrent les managers dans comment dire, le peu d'outils dont ils disposent pour mettre en discussion avec leurs équipes tout type d'enjeux, que ce soit des enjeux en termes de reconnaissance, des enjeux en termes de formation, des enjeux aussi en termes de prévention. Et puis, effectivement, le dialogue social qui, en tout cas, à la CFDT, repose sur une large concertation, sur la capacité à discuter et à mettre à exposer les points de vue différents pour trouver des compromis. Ben là, se trouve assez, comment dire, voilà, mis en difficulté par le fait que il y a une centralisation des décisions des dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a une telle comment dire identification du dirigeant à son entreprise que c'est lui qui décide, et donc c'est toujours une problématique que de pouvoir ouvrir des espaces de discussion, et pourtant c'est ça l'enjeu. Et en termes de réalisation du travail, forte autonomie dans le travail, notamment pour les cadres, et puis aussi une polyvalence, une capacité à embrasser plusieurs champs, une polyvalence très importante. Et j'ai rajouté aussi un autre élément qui a discuté, hein, c'est l'élément de la fracture numérique dans les TPE. On n'a pas beaucoup d'éléments quantitatifs, mais en tout cas, on entend des discours qui nous disent que il y a un retard français dans la digitalisation des TPE PME et que voilà, il y a un rattrapage à faire à la fois en termes de compétitivité et de performance, mais aussi en termes de développement des compétences pour les salariés, notamment les salariés vieillissants, les salariés seniors. Et on le voit là pendant la crise avec le télétravail. On a des phénomènes qui sont peut-être pas propres au TPE, mais en tout cas, voilà, d'isolement des salariés seniors qui ont du mal à être aussi agiles et fluides avec l'ensemble des outils numériques, les WhatsApp, les Instagram, qui de plus en plus sont utilisés pour communiquer au sein des équipes. Et voilà, on a entendu récemment voilà des propos qui disaient voilà, ils sont de mauvaise volonté, ils font pas d'efforts, voilà. Or c'est vraiment des pratiques qui sont nouvelles pour eux, pour nous, et ils sont pas nés avec, nous ne sommes pas nés avec, et donc il y a un temps d'appropriation qui est plus long qu'avec les salariés plus jeunes. Voilà sur ce premier temps. Est-ce qu'on prend un moment pour vous laisser la parole? Oui. Alors, nous bénéficions du support d'un régisseur, la personne d'Alexandre. Alexandre, est-ce que dans le chat, tu as repéré des questions pour ce premier temps on n'a pas de questions, je ne sais pas si vous m'entendez. Des questions ou des commentaires, hein? Non, pour l'instant, il n'y a pas de réflexion. Il y a Jean qui voulait savoir où est-ce qu'il pouvait retrouver la présentation. Donc, la présentation est téléchargeable de Laurence. Voilà. Merci, Alex. Oui. Alors, peut-être, Laurence, dans ta présentation, j'ai bien aimé la façon dont tu positionnais l'activité de l'ANACT sur les quatre dimensions de l'entreprise, hein, les questions de santé, les questions d'innovation, entreprise innovante, apprenante ou en dialogue. Alors c'est vrai que sur
Il y a un paradoxe dans ce que tu dis, peut-être sur l'entreprise apprenante, parce que d'un côté, il y a beaucoup de travail en autonomie, beaucoup de travail en polyvalence, donc c'est un lieu où on va pouvoir apprendre beaucoup de choses assez rapidement. Et puis d'un autre côté, sous l'angle de la formation, peut-être des choses qui sont moins formalisées qu'ailleurs et moins peut-être capacitantes, permettant d'évoluer. Est-ce que c'est alors c'est un premier registre, et puis peut-être, alors tu l'as dit, sur le dialogue, moins de structuration. Et est-ce que, en termes d'organisation, d'innovation dans l'organisation, c'est un secteur qui a des particularités? Alors sur le premier point, oui, c'est vrai, c'est un lieu d'apprentissage informel qui est assez vaste, assez ouvert, hein, qui est du fait du fait qu'il n'y ait pas de fonction support très développée. Eh bien, les salariés dans les TPE sont amenés à avoir une activité très diversifiée, ce qui favorise les apprentissages et le développement des compétences. La difficulté, c'est que étant donné que ça reste dans le registre informel, eh bien, c'est une question de reconnaissance du développement de ces compétences. C'est un vrai enjeu, notamment en termes de mobilité, puisqu'à un moment donné, dans des mobilités externes, les salariés vont avoir besoin de formaliser ces compétences et surtout de s'apercevoir qu'ils les ont, ces compétences. Et donc, vous connaissez là un dispositif qui vient de s'ouvrir et qui permet justement de professionnaliser les salariés sur le lieu de travail. Ce sont les formations en situation de travail qui se développent et qui, notamment pour les TPE, PME qui ont du mal à lâcher leurs salariés pour aller en formation, sont une vraie alternative. Pour formaliser ces compétences développées dans l'activité de travail. Mais évidemment, il y a un certain nombre de conditions. Et l'une des conditions, c'est qu'il puisse y avoir que l'apprentissage se fasse d'abord dans un premier temps en faisant et ensuite dans un deuxième temps en réfléchissant à ce qu'on a fait. C'est la phase de réflexivité, mais qui est indispensable pour ancrer les apprentissages et pour les conscientiser aussi. Et donc ça, c'est ouvert aux TPE-PME qui pour ça peuvent se rapprocher de leur OPCO et qui voilà, et c'est tout à fait bien perçu par les entreprises, par les dirigeants et par les salariés eux-mêmes. Je pense en particulier à une action de ce type-là qu'on accompagne auprès d'entreprises du transport dans le Pas-de-Calais, notamment auprès des conducteurs routiers, parce que les entreprises de transport se plaignent de problématiques d'attractivité. Elles ne trouvent pas le personnel dont elles auraient besoin, donc elles refusent des clients, etc. Et par ailleurs, les salariés qu'elles intègrent, eh bien, soit ne leur conviennent pas, soit ne restent pas. Et donc, tout l'enjeu des formations en situation de travail, c'est de pouvoir former les conducteurs au-delà du permis de conduire poids lourd, à tout un tas de gestes professionnels pour mettre en sécurité l'employeur et les salariés. Parce qu'en fait, conduire un poids lourd, c'est pas simplement conduire un poids lourd, c'est des relations clientèle, c'est de la sécurité, c'est de la conduite éco-responsable, etc. Donc, c'est beaucoup de compétences et qui jusque-là, voilà, ne sont pas formalisées. Et jusque-là, dans les entreprises de transport en question, le chef d'entreprise, il disait celui-là, il fait l'affaire ou il fait pas l'affaire. Mais il y avait pas de donc il perdait des ressources. Avec ce dispositif de formation en situation de travail, il y a un accompagnement à l'intégration dans le temps qui se fait et voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors cela, ça lève peut-être un peu le voile sur finalement le rôle des managers ou des cadres dans les TPE. Ça peut nous permettre de faire la transition. On reviendra peut-être après sur les questions d'innovation dans les organisations. Et comment alors, à partir des interventions que fait l'ARACT,
vous avez porté un regard finalement sur la situation des cadres dans les TPE et le rôle particulier des managers, des animateurs dans ces toutes petites entreprises qu'on a vu être extrêmement diverses de par leur statut. Hein. C'était les 5 catégories que tu Oui, décrivais alors tout à l'heure. effectivement, le ou la manager dans le donc c'est la suivante. Bah voilà, finalement ce qu'on observe, c'est que le ou la manager dans les TPE, elle combine différents enjeux. Elles doivent répondre à elles doivent répondre à différents enjeux et doivent assumer différentes fonctions. Donc on a si je prends les différentes fonctions, voilà, et elles sont, je les liste, mais elles sont pas limitatives. Hein. Évidemment, la connaissance du métier, donc la connaissance technique, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez forte. La dimension commerciale aussi. La relation avec les clients, etc. Le management proprement parlé, c'est-à-dire la coordination de l'activité, le suivi de l'activité auprès de l'équipe, le recrutement aussi, parce que c'est quelque chose qui est assez, comment dire, invisible, mais malgré tout, alors c'est une activité à part entière qui, dans les TPE, se passe souvent, voilà, par cooptation ou de bouche à oreille, etc. Mais avec des réussites et des échecs. Les enjeux de sécurité, aussi de santé-sécurité, qui sont difficiles à prendre en compte dans les TPE, et puis tout ce qui concerne la stratégie, le développement, l'innovation. Voilà, on a bien là une espèce de palette assez large de fonctions. Et puis en face, on a des enjeux qui sont assez importants, des enjeux d'articulation entre les objectifs commerciaux et puis les capacités professionnelles des salariés. Donc, il y a quand même un ajustement permanent à opérer. Hein. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler dans une TPE. Hein. C'est parce qu'on n'est pas du tout sur un travail routinier, enfin en tout cas peu sur un travail routinier. Il y a toute l'appropriation des outils numériques aussi, c'est un enjeu important. La transition écologique, c'est un autre enjeu auquel font face les TPE, et puis les enjeux d'innovation pour se maintenir sur le marché et capter une clientèle locale, mais qui sait aussi s'approvisionner via Internet très loin, quoi. Et donc voilà ce qui finalement, ce qui m'apparaît quand même comme assez central dans l'activité des managers. Alors, je passe à la diapo suivante. Tac. Je sais pas pourquoi, il bloque. Ah voilà, ça y est, ça arrive. Voilà. Donc, ce qui m'apparaît quand même assez central dans l'activité de l'encadrant de proximité, du manager de proximité, et notamment renforcé par la crise, hein, c'est qu'on a d'abord un manager qui est dans l'ajustement au quotidien de l'organisation du travail et des différents aléas. Et ça, c'est quand même un travail de proximité assez proche, enfin avec l'équipe, pour bien mettre en adéquation tous les aléas de l'activité et puis organiser le travail en conséquence. Dans la crise, on a la gestion des absents, on a la gestion de la marchandise qui n'est pas arrivée. Enfin voilà, il y a tout un tas d'aléas qui sont en général imprévisibles et que le manager régule, ajuste au quotidien pour produire de la meilleure façon possible. Ça, c'est vraiment un travail fin de l'encadrement. Il y a une autre activité, il me semble, qui est très importante, c'est que le manager, il est au centre de possibles tensions dans le collectif de travail. Et là, on a effectivement une recrudescence des tensions relationnelles dans les entreprises, mais aussi dans les TPE, liées à la crise et aux difficultés que rencontrent les salariés au quotidien, et à l'inquiétude, à l'incertitude,
incertitudes dont Laurent, tu as parlé tout à l'heure, notamment sur les craintes vis-à-vis de l'emploi, et qui créent de la tension dans les collectifs. Et ça, le manager, il est obligé de le régler au quotidien, de réguler au quotidien. Et puis, il y a aussi une autre activité qu'on voit assez fortement, en tout cas en termes de questionnement et d'interrogation, c'est la question de l'après-crise, entre guillemets, même si certains disent qu'on est déjà dans l'après-crise. En tout cas, comment dans cette période-là, les TPE renouvellent leur offre, et notamment tout ce qui tourne autour de la vente à distance. Ça, ça a été vraiment problématique, ça l'est encore. Et je vois en région Hauts-de-France, le conseil régional soutient les TPE, donc ça veut dire subventionne l'outillage numérique des TPE pour favoriser la vente à distance, etc. Et donc voilà, on a, je pense, des spécificités de ce type-là, c'est-à-dire que c'est sur tous les fronts, avec des registres d'action très différents, des partenaires très différents, et puis des temporalités aussi différentes entre l'urgence, le moyen terme et la temporalité longue sur les enjeux d'innovation. Il y a d'autres questions, si vous souhaitez. Oui, bien sûr. Alors, il y a Véronique qui demande si vous allez aborder la question des salaires et des différences de salaires. Voilà, ça nous vient à parler des conditions de travail et des préoccupations des salariés en TPE, PME. Est-ce qu'ils ont, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question des salaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est très important, d'autant que j'en parle pas. Mais effectivement, c'est une caractéristique aussi. C'est aussi une caractéristique de ces entreprises, c'est que les salaires sont assez peu élevés. Et c'est compensé par un intérêt du travail, une variabilité dans le travail, un renouvellement, etc. Et une autonomie, en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fortement dans les propos des managers de ce type d'entreprise. C'est que finalement, il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre un salaire qui n'est pas forcément très, très élevé, mais des marges de manœuvre, des possibilités d'autonomie qui sont aussi une reconnaissance des compétences. La reconnaissance, ce n'est pas simplement les éléments de rémunération, même si c'est très important. Un petit élément sur cette question-là, Alexandre. Dans l'enquête Kantar que j'évoquais tout à l'heure, la question des rémunérations, elle n'apparaît pas beaucoup dans les craintes, c'est-à-dire que elle est plutôt exprimée chez des cadres venant de grandes entreprises de voir des rémunérations bloquées parce que le cadre dans une TPE, il connaît le contexte général de la TPE, ses fragilités, etc. Et donc il y a moins de revendications. Et de même, des questions qu'on pose souvent à des cadres dans les grandes entreprises sur la crainte du déclassement, la crainte de la placardisation. Je veux dire, il n'y a pas de placardisation dans une TPE. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder quelqu'un qui ne fait pas l'affaire dans une TPE. Donc on a des réalités comme ça. Et un autre aspect sur les salaires, c'est l'importance que revêt pour les TPE les négociations de branche sur les minima. Mais on sait bien aujourd'hui que ces négociations de branches, elles sont pas très actives, voire même elles sont inexistantes dans bon nombre de branches. Donc un des enjeux, notamment de la période et des élections TPE, c'est sur un certain nombre de branches d'entendre finalement la situation des salariés des TPE qui sont rattachés à des branches et dont les branches doivent tenir compte. Merci Laurent pour cette précision. Laurence parlait d'autonomie. Est-ce qu'ils ont malgré tout accès à des outils d'accompagnement de la part de l'ANACT, enfin d'autres structures? Oui. Je crois que vous en avez en partie répondu, mais. Oui, on va y venir. Peut-être ce qu'on peut, et je ne sais pas si là on a des chiffres, ce qu'on peut dire aussi sur les rémunérations, c'est qu'il y a eu là depuis 2019 et 2020 les fameuses primes exonérées de cotisations sociales qui ont été
voilà, qui ont été versés dans un certain nombre d'entreprises. Mais là, je ne sais pas si on a des chiffres et si ça concerne plus les TPE que les grandes entreprises. On pourra chercher l'information. Oui, la question nous permet de passer au troisième temps de webinaire. Et c'est finalement voilà, hop. Dans un univers de TPE où on l'a vu, il y a peu d'environnement proche, de soutien RH, de soutien, etc., managérial, un employeur qui est souvent à l'extérieur. Eh bien, comment l'ARACT intervient dans ce type de structure? Quels services elle peut apporter? Je cherche à faire défiler le diaporama. Je ne sais pas si Alexandre, tu peux, toi, ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on est sur celle-là. Super, voilà, c'est celle-là. Ouais, voilà, alors donc là, j'ai essayé de recenser un petit peu les différentes demandes actuelles des TPE-PME adressées à l'ARACT. Donc, vous voyez, voilà, vous avez les questions autour justement du rôle du chef d'entreprise, du chef d'équipe pour maintenir les liens et le travail d'équipe dans le contexte de crise où il y a un éclatement des lieux de travail entre le domicile, le chantier et puis le site de l'entreprise. Donc, comment maintenir les liens dans ces configurations-là. Les demandes aussi autour de la mise en place d'outils numériques. Comment accompagner les entreprises à se saisir de ces outils, mais aussi comment, surtout, accompagner le chef d'entreprise, le dirigeant, sur une réflexion sur les usages de ces outils, de façon à ne pas se faire vendre, entre guillemets, des outils tout faits qui ne vont pas convenir à son activité. Donc ça, c'est assez important. Il y a aussi toutes les questions, maintenant c'est un peu moins, c'est retombé parce que les entreprises sont bien appropriées les protocoles sanitaires, mais à un moment donné, c'est effectivement comment je construis, j'adapte mon protocole aux réalités du terrain qui sont sans cesse en évolution. Il y avait aussi les questions autour de la variabilité, de la variation d'activité, comment je m'organise, comment je fais face à l'absentéisme. Ça aussi, c'est des questions récurrentes. L'engagement des salariés. Comment je redonne finalement du sens à l'activité pour que les salariés aient envie de continuer à venir travailler chez moi. Et c'est vrai que dans la période, c'était pas évident de pouvoir quand même rassurer les salariés pour qu'ils s'engagent. Mais quand même, ce qu'on peut souligner sur ces aspects-là, c'est que la TPE, justement, elle bénéficie d'un avantage, je dirais, comparatif par rapport à la grosse entreprise dans la période là. En tout cas, c'est sur cet enjeu d'engagement, c'est que les salariés trouvent du sens, ils trouvent une utilité sociale à leur activité davantage en PME que dans les grosses structures. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a il y a aussi une forme de continuité entre l'activité ordinaire de travail et puis les aspirations des salariés à faire un travail utile, etc. Ça, c'est assez, en tout cas, c'est assez important dans les PME, des TPE, PME. Il y a aussi toutes les questions autour du télétravail. Et ça, c'est assez récurrent et très important. Si on a le temps, j'ai un petit exemple d'une entreprise de 7 salariés qui a mis en place le télétravail et qu'on a pu accompagner sur ces questions-là. La question de la fatigue, des tensions aussi, c'est des questions récurrentes. Les enjeux environnementaux aussi, parce qu'il y a des TPE qui, soit poussés par la réglementation, par exemple, je pense à une entreprise qui fabrique des décors en pâtisserie, ils sont 50. Tout d'un coup, il y a un produit qui servait à blanchir les décors qui n'est plus possible d'utiliser pour des raisons réglementaires. Et donc, ils ont dû réfléchir à leur process pour faire entrer de nouvelles façons d'obtenir la même couleur que précédemment, mais sans ce produit chimique. Et donc, que ce soit poussé par la réglementation, poussé par le client aussi qui veut se débarrasser d'un certain nombre de produits chimiques dans la composition, notamment dans les compositions alimentaires,
eh bien, ça pousse les entreprises vraiment à faire évoluer leur process. Voilà quoi. En fait, voilà la variété un peu des questions qui peuvent être portées par les TPE-PME. Il y a Fauzia qui demande si vous avez été sollicité sur les questions d'organisation, donc vous y avez répondu, et sur les questions d'efficacité du travail. Et elle demande également comment vous sollicite-t-on. Alors je ne sais pas si elle demande comment est-ce qu'elle peut vous solliciter ou quelles sont les modalités des personnes qui vous ont sollicité pour vous joindre, etc. Alors sur le premier point, sur les questions d'efficacité, c'est quelque chose que l'on tient de la même façon que les enjeux de conditions de travail. C'est-à-dire que quand on améliore les conditions de travail, on a un regard sur la performance, les performances et sur l'efficacité. Et ça marche à peu près à tous les coups, mais quand on associe les salariés au projet d'entreprise, eh bien, on trouve les meilleurs compromis productifs pour améliorer l'efficacité. Car contrairement à ce qu'on peut croire, les salariés sont préoccupés de faire un travail efficace, qui génère le moins de perte de temps possible, qui génère le moins de rebuts et de déchets possibles. Ils sont préoccupés de ces dimensions-là. Et donc, quand on les associe à la conduite de projets, eh bien, voilà, il y a des réflexions qui articulent qualité du travail et efficacité productive. Et puis, la deuxième partie de la question. Oui, la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce qu'on nous sollicite. C'est tout simple, hein. On a un petit onglet contact sur notre site internet. Et là, on nous dit, voilà, je suis l'entreprise machin et en quelques lignes, j'aimerais avoir des informations sur telle ou telle chose ou j'aimerais t'accompagner sur tel ou tel aspect. Et on vous rappelle et vous rentrez dans notre processus. Tous les lundis matins, on examine toutes les demandes et puis on se les répartit et on vous rappelle. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Alors avec peut-être cette spécificité, si on peut passer à la diapo suivante. Bien sûr. Donc voilà, on a des modalités aussi de réponse à la demande des TPE qui sont qu'on essaye d'adapter à ce public-là, notamment les clubs de dirigeants qui sont assez intéressants pour sensibiliser les chefs d'entreprise de TPE aux dimensions du travail et à ce qui pourrait finalement tirer comme avantage de méthodes plus participatives et de s'intéresser à la question de l'organisation et du travail. Donc ça, c'est peut-être une espèce de modalité qui permet de maturer en confiance avec des pairs, puisqu'ils sont réunis ensemble et guidés par un fil méthodologique ou des apports ponctuels en fonction des thèmes qu'ils souhaitent discuter. On a aussi une modalité d'action qui est l'action collective qu'on souhaite innovante et apprenante, hein, et qui vise à mobiliser un binôme dans l'entreprise en inter-entreprise pour traiter un sujet. Par exemple, on l'a fait sur le télétravail. Le télétravail, on a des actions collectives qui maillent entre 4 et 6 entreprises de secteurs différents et elles sont très intéressées pour voir comment ça se passe chez les autres, qu'est-ce qui a été mis en place chez les autres, comment je peux construire une charte ou négocier aussi un accord sur le télétravail, qu'est-ce que je mets, par exemple, la grosse question là, en ce moment sur le télétravail, c'est quelles sont les contreparties que je peux mettre en termes les contreparties au fait que les salariés travaillent chez eux et donc utilisent leurs moyens, chauffage, électricité, etc. Ça, c'est une grosse question en ce moment et donc on essaye de les accompagner, alors non pas en leur disant ce qu'elles doivent faire, mais par exemple, on a fait une petite recherche sur les accords qui ont été signés depuis la crise sur ce sujet-là et en fait, il y a des choses qui émergent et dont elles peuvent s'inspirer. Et puis aussi, il y a les accompagnements individuels où là, l'entreprise ne se mélange pas à d'autres
mais va bénéficier d'un appui consultant qu'on définit avec le chef d'entreprise et puis et le CSE quand il y en a un, de façon à calibrer l'intervention. On essaye aussi de mobiliser dans les méthodologies des choses justement qui ne sont pas calquées de l'outillage grande entreprise, de partir de leur réalité, de partir de leur vécu, quitte à ce que la marche soit peut-être moins importante que ce que nous on aurait imaginé, mais au moins il y a une évolution, il y a une progression, et c'est ça qui compte. Puis peut-être une des caractéristiques de l'ARACT ou du réseau ARACT-ANAC, c'est qu'à partir de toutes ces approches, qu'elles soient individuelles ou collectives avec les entreprises, il y a toujours un effort d'essayer d'en tirer des enseignements et ce que Laurence Théry a appelé tout à l'heure, en faire un objet de transfert, c'est-à-dire de rendre public, de rendre accessible les enseignements qui sont faits à travers les observations fines des évolutions du travail. Alors, est-ce que, Alexandre, il y a du sujet qui vient d'être abordé. Je ne sais pas si vous souhaitez poursuivre la présentation ou sinon. Non, la présentation après, moi j'avais un petit cas d'entreprise, mais compte tenu du temps, vous l'aurez dans le diaporama. Peut-être terminer. On peut déborder hein, si besoin. On peut déborder après, à vous de voir. quelques minutes. Hein. Non, on peut déborder un petit peu si vous avez un petit peu de temps. Oui, alors par ailleurs, j'ai mis répondre aux questions du site de l'ANACT avec l'onglet contact hein, que vous trouverez dans le chat. Je vais prendre la question de René. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Il demande pourquoi n'exige-t-on pas un bagage minimum pour encadrer les équipes, notamment sur la santé et la sécurité, et surtout pour le dirigeant, donc de TPE. Alors ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est une question qui est récurrente, notamment portée par les organisations syndicales dans les négociations sur la santé au travail. C'est de former le dirigeant, qui est une formation obligatoire sur ces questions-là, au même titre que les représentants du personnel sont aussi formés. Donc, mais ça, c'est toujours pas. Alors, il y a peut-être une lueur d'espoir, Laurence, puisque suite dans le cadre de la négociation de l'accord national pour les cadres, les partenaires sociaux, donc les représentants patronaux, ont accepté qu'on mette sur pied une certification CLEA Management, donc un socle, on va dire, de base des activités managériales, dans lequel, très certainement, alors on commence à travailler, mais il y aura des éléments relatifs à la prise en compte des questions, des enjeux de santé et de sécurité dans le travail. Et donc demain, on aura quelque chose qui permettra à la fois à toutes les personnes qui, petit à petit, dans le cadre de leur évolution professionnelle, prennent en charge des activités de management, ils vont pouvoir certifier leurs compétences avec une certification interprofessionnelle. Donc c'est un passeport pour aussi changer de secteur d'activité, mais ça pourrait être aussi quelque chose qu'on demande aux employeurs de valider. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui où on ne peut pas exercer sans disposer d'un permis, par exemple le permis de conduite, tu l'as évoqué, mais il y a un certain nombre de métiers qui nécessitent de disposer de certifications. Donc c'est vrai que c'est un chantier de très longue haleine. Je pense que il y a 10 ans ou 20 ans qu'on dit qu'il faut former les managers aux enjeux de santé et de sécurité. Le fameux rapport Lachmann-Larose-Pénicaud. Pénicaud, c'était celle qui est devenue ministre. Il y avait quelque chose de très fort. Alors, ce qui est dommage, c'est quand elle a été ministre, elle n'a pas fait en sorte de faire avancer le sujet. Mais on sent bien que le sujet continue à être un sujet vivant et on a besoin de faire avancer cela. Et en fait, dans la négociation cadre, c'est la CFDT qui a porté cet enjeu de certification CLEA Management et on est dans la phase où on commence à construire cette certification. On aura sûrement l'occasion de faire un webinaire là-dessus. Et puis, l'ANACT avait fait un livre blanc sur la formation des managers aux enjeux de conditions de travail, de santé, sécurité au travail, avec beaucoup de préconisations qui ont été partiellement repris, notamment dans les référentiels d'écoles de management, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc. Mais il y a encore du travail à faire.
Alors, je continue les questions si vous avez un petit peu de temps encore. En revenant sur, Oui. sur les différents angles là, du début de l'intervention, Laurent nous demande sur ces angles de regard sur l'entreprise, quel est celui qui se rapproche le plus des TPE? J'ai pas bien compris la question par rapport à ces types d'entrée. Alors, Laurent demande sur des 5 angles de regard sur l'entreprise montrés au début, donc là qui passe à l'écran, quel est celui qui se rapproche le plus des TPE? Bah, moi, je dirais que ce qui se rapproche le plus de la TPE, c'est l'entreprise apprenante, il me semble. En tout cas, voilà, parce que dans toutes les TPE, il y a cette dimension d'apprentissage important. Voilà, il me semble que c'est celle-là qui est la plus caractéristique. Ensuite, sur certains types d'entreprises de TPE qu'au début, là, j'avais relevé l'entreprise managériale. Eh bien là, on est plus sur l'entreprise innovante, avec la recherche d'innovation produit, d'innovation service, etc. Je sais pas si c'était ça la question. Si, je pense que c'était le sens de son intervention. Je pense que vous aviez bien répondu. Je laisse Laurent préciser dans le chat si il souhaitait d'autres précisions. Là, il y a une remarque de Morgane qui nous dit que selon la structure de l'entreprise, il lui est arrivé par le passé que le CHSCT propose à la direction de se joindre à la formation de début de mandat. Voilà, c'est une réflexion. Ben ça, c'est une super expérience. Alors, qui a été aussi formalisée comme une possibilité dans la loi travail. C'est ce qu'on appelle les formations communes. C'est-à-dire que dirigeants et représentants du personnel sont formés ensemble à leur mission en tant que membres du CSE, anciennement du CHSCT. Donc formation d'ailleurs qui va passer à 5 jours de façon pour toutes les entreprises de façon indiscutable, parce que dans les précédentes dispositions réglementaires, il y avait encore un flou. Et là, le projet de loi, la proposition de loi en cours va fixer vraiment à 5 jours pour toute entreprise la formation. Mais ce n'est que pour les IRP et ça repose sur la bonne volonté de la direction de s'associer à ces formations qui sont vraiment super intéressantes parce que ça permet d'entendre la même chose et de commencer à discuter autour des enjeux communs santé-sécurité de l'entreprise. Alors, ça m'amène une question, Laurence, mais peut-être aussi une information. Le centre de formation de la CFDT Cadre, le CREFAC, est en train de travailler, de se former pour être formateur pour les formations communes. Donc, demain, si vous êtes dans une entreprise qui a envie d'accompagner la formation de ses dirigeants et de ses salariés, vous pourrez faire appel au CREFAC. Comment l'ARACT donc dit partout qu'elle fait une intervention équidistante, voilà, et qu'elle travaille à la fois avec les représentants du personnel et les représentants de la direction, mais dans les TPE, il n'y a pas de représentants du personnel, dans les moins de 10. Déjà, il y a comment vous intervenez? Alors, comment vous tenez en cette équidistance? C'est ce qu'on appelle l'étape d'analyse de la demande. Qu'est-ce que souhaite l'entreprise? Et dans cette étape-là, on a un rendez-vous avec le chef d'entreprise. Et là, dans ce cadre-là, on lui demande aussi de s'entourer de son encadrement, voilà, s'il y a des chefs d'équipe, un chef de chantier, etc. Et puis, on lui dit aussi que ce qui est indispensable pour nous, c'est d'avoir aussi un salarié qui va un peu représenter, mais s'il n'est pas élu, tant pis, mais qui est volontaire pour nous rencontrer et pour porter le point de vue des salariés sur les questions du travail. Et c'est à l'issue de ce double rendez-vous eh bien, qu'on fait une proposition à l'entreprise d'accompagnement. Et dans l'accompagnement, eh bien, on va essayer de tenir finalement ce double système client, hein, la direction et les salariés ou leurs représentants quand ils existent. Et on le tient notamment dans les formats d'intervention qu'on propose. Par exemple, les actions collectives, on essaye d'avoir systématiquement un binôme direction représentant du personnel dans les formats d'action collective, de façon à avoir toujours cette
voilà les différentes parties prenantes de l'entreprise et ces points de vue différents qui sont une richesse. On voit bien là que l'ARACT n'est pas un consultant comme les autres, entre guillemets, si je peux dire ça. On va prendre, Alexandre, une dernière question pour pas non plus frustrer trop de personnes et puis durer trop longtemps. Par rapport au recrutement, qui demande si dans la phase d'intégration, il y a plus ou moins de fin de période d'essai. Je ne sais pas si vous pouvez déchiffrer cette question. Et c'était la dernière question que nous avions eue dans le chat. Je pense que vous pouvez conclure sur ce webinaire. C'est vrai que je pense dans les TPE, les processus d'intégration sont informels par rapport à ce qui peut se passer dans des grandes entreprises, parce que les pratiques de recrutement sont assez. Enfin, Laurence Terry l'a évoqué tout à l'heure, quoi. Le recrutement dans une TPE, c'est pas du tout les mêmes façons de procéder avec les grandes entreprises. Sur le point du recrutement, c'est peut-être pas le chantier, un des chantiers prioritaires de l'ARACT. On pourrait se retourner vers l'APEC qui accompagne pas mal de TPE sur les questions de recrutement. Peut-être, Laurence, on pourrait s'acheminer vers la fin et peut-être faire en guise de conclusion quelques. En fait, peut-être que moi, pour nos auditeurs. Là vraiment où je souhaite, insister. C'est sur l'accompagnement de ce type de structure. On a vraiment besoin d'accompagner ces structures parce qu'elles n'ont pas accès facilement aux conseils classiques et payants déjà. Et puis parce que ce que j'ai pas dit, c'est que nos accompagnements sont gratuits pour les TPE-PME jusqu'à 250 salariés, pour autant qu'on est sur un registre d'accompagnement qui ne soit pas classique dans la demande de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise nous demande venez faire mon document unique d'évaluation des risques, on lui dit non, parce que là il y a tout un tas d'outillages qui existent. Donc voilà. Mais par exemple, si l'entreprise nous demande aidez-nous à pérenniser le télétravail, aidez-nous à accompagner la transition numérique ou écologique, là on va y aller. Ou même sur les enjeux d'absentéisme, on peut aussi y aller. Donc voilà, c'est les modalités d'accompagnement, moi, qui me semblent importantes d'avoir en tête quand on accompagne les TPE, que ce soit vraiment du cousu humain et avec l'ambition de faire progresser le système d'acteurs à son rythme. Et on voit bien dans la période, on n'a pas passé l'ensemble des slides, mais il y a un dispositif qui est financé par le ministère du Travail pour accompagner davantage d'entreprises dans la crise. Reprise et objectif quel est l'intitulé exact. Voilà, c'est la dernière vue du slide, et qui est effectivement un dispositif 100% gratuit sur tous les enjeux d'organisation que peut rencontrer la TPE-PME, toutes les problématiques. On peut accompagner gratuitement ces entreprises, et on est c'est la suivante, je crois, c'est la dernière, et on s'appuie pour cela sur en Hauts-de-France en tout cas quatre cabinets de consultants qui ont été identifiés via un appel à marché public passé par l'ANACT. Voilà, donc on a une capacité d'accompagner les TPE-PME qui est jusqu'à la fin de l'année multipliée par 4, on va dire. Voilà. Donc il faut en profiter. Voilà, c'est un dispositif très intéressant qui vient aussi finalement pallier un des constats, une des situations qui a émergé de notre enquête sur l'insuffisance en quelque sorte des soutiens à l'interne des entreprises, puisqu'on l'a vu, tout se fait en interne, et donc le soutien est un peu défaillant. J'aurais pu m'exprimer moi-même en tant que patron entre guillemets d'une TPE, d'une petite structure syndicale avec une dizaine de salariés, mais aussi ça doit concerner un certain nombre d'entreprises associatives de petite taille. Une des particularités, c'est que on travaille aussi avec des bénévoles. Et donc, je vous dis ça non pas parce que ça me tracasse, mais c'est un des sujets qui sera traité très prochainement dans le prochain numéro de la revue Cadre,
On va s'intéresser à la réalité, des réalités de travail dans le tiers secteur et aussi notamment aux interactions entre les salariés de petites associations et les bénévoles, les dirigeants. On est là aussi sur un autre chantier qui concerne les conditions de travail. Bien souvent, on oublie cette dimension-là des parties prenantes. Vous trouverez aussi dans la revue Cadre, Laurence a commencé son intervention par une typologie sur 5 types de PME. Il y a un très bon article fait par des chercheurs de Dijon sur la dimension économique des PME et une typologie sur 7 registres différents. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces travaux d'analyse qui nous permettent de poser un regard plus facile sur un monde extrêmement vaste, extrêmement différencié, et on a besoin d'essayer de catégoriser. Notre prochain rendez-vous de webinaire dans 2 semaines est justement avec une collègue de Philippe Trouvé, qui est donc elle aussi Marina Bourguin, qui travaille et qui fait ses recherches à Clermont, à l'École supérieure de commerce, et qui viendra présenter un chantier très important qu'elle a mené justement sur le public des cadres dans les TPE, un public plus jeune, plus féminin, voilà, avec beaucoup de caractéristiques, un peu plus sédentaires. Voilà, on abordera toutes ces questions-là pour essayer encore une fois d'approcher un peu mieux cette partie de notre système économique et social qui est très important pour la vie en société dans les territoires par la multiplicité de ces formes de travail et aussi des services qu'ils rendent au territoire. Merci Laurence Théry de nous avoir levé un voile sur cette typologie des entreprises, mais aussi surtout sur les caractéristiques des managers et notamment dans les situations de crise. Rendez-vous donc dans 2 semaines. Et si vous n'avez pas pu regarder le webinaire précédent qui était sur une étude centrée sur la formation des salariés dans les TPE, bien vous pouvez toujours le revoir à la fois sur Webikeo, mais aussi sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci de votre présence. Au revoir.